Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle FAQ. Mais tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et posez vos questions du coup pour la prochaine FAQ sous cette vidéo. Fred, première question. C'est Fraternité qui nous dit: bonjour Clément. C'est une question technique par rapport à la vidéo où Rabib explique le secret de son top control. Il explique qu'il chevauche et qu'il utilise ses jambes pour contrôler comme s'il faisait un rodéo. Tu l'as vu cette, tu sais, avec... Ouais, son DVD. Il a fait un DVD d'ailleurs dessus. Oui, mais c'est sur BJJ Fanatic, c'est ça, ouais, non? ça, ouais. Il a fait un DVD sur... comme quoi, en fait, le fait d'utiliser ses jambes pour contrôler les jambes de l'adversaire, de faire ce qu'il appelle le rodéo, donc du coup, dans le commentaire, ça lui laisse les mains libres et donc du coup, pour faire le ground and pound, c'est plus facile que quand tu fais par exemple un body lock. C'est quand tu fais un body lock, tes bras sont utilisés. Donc c'est ce qu'il dit, l'avantage de faire je crois que c'est un leg lace, je sais plus comment le nom qu'il dit, avec ses jambes. Moi j'avais vu, mais après j'avais pas trouvé ça nouveau. Enfin, moi je l'avais déjà vu, mais moi ouais. je trouve que c'est difficile à mettre J'ai Pareil. essayé de les tester. Ouais. Je trouve que tu te fais vite recomposer en demi-garde. Surtout que ça glisse avec la sueur et tout. Après je pense que lui il a des qualités tellement, il est tellement stable et tout que ça me fonctionnait pour lui, mais après... Et après je l'ai pas vu, à part contre la cage un petit peu, mais en milieu de cage c'est pas évident à pratiquer. Ah ouais. Le mec Après, il sort les hanches. Après c'est une bonne piste de réflexion par contre, parce que ça te force aussi à penser à tes jambes, mais pas seulement que tes bras. Et je pense que c'est dans cette philosophie-là qu'il faut s'en inspirer du type de travail de Rabib. C'est qu'il utilisait vraiment tout son corps pour te surtout stabiliser. qu'on voit beaucoup, même au niveau, faire le body lock et utiliser que les bras et ne pas crocheter avec les jambes. Souvent les crochetages sont sous-utilisés et le fait d'utiliser ses jambes pour le maintien, pour le contrôle, ça permet de faire plus facilement la transition sur les crochetages. Donc c'est vrai que pour la piste de réflexion, c'était top. Après, j'ai pas trouvé ça... on l'a déjà vu même à l'époque du Pride. Hein. Oui, on le voyait. Mais c'est toujours intéressant de savoir que lui, il utilise ce type de procédé. Et cette réflexion surtout. Ouais. Mathéo qui nous dit: salut Clément, je voulais savoir s'il y avait des weight cuts à haut niveau en JJB. Et si oui, comment font-ils, étant donné que la pesée a lieu 15 minutes avant le combat? Merci d'avance. Continuez comme ça, vous êtes au top. Alors, il y en a qui le font. Hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Je sais que Samir Ben Saïd, il m'a dit qu'il avait perdu un peu de poids avant de la peser. Mais c'est quand même ultra risqué, quoi. Je pense que ça se voit plus. Il y a trop... le temps entre la pesée et le combat, t'as pas le temps de recharger. Ouais, les gars, franchement, ça va trop vite. Je vous dis, nous, ils nous ont pesé, on a combattu combien de temps après? 5 minutes après? Ouais, 10 minutes grand max, Ouais, ça dépend si le combat il tarde. Si en plus le combat, le mec avant toi il soumet. Parce que je crois que vous êtes 2 combats avant. Ouais. Fait, quand il y a le combat qui démarre. Finalisation, ça va vite. Il y a le combat qui démarre. Ensuite, quand le combat démarre, c'est le prochain combat. Et en fait, toi, t'es après. Voilà. Et même moi, je te promets. Ah non, mais toi, carrément, t'étais rentré sur le tatami, Fred. Ouais, direct. Non, juste, fallait attendre le combat d'avant. Ouais, t'avais un combat. Moi, j'en avais 2. Ouais. Mais non. Rapide, Et en plus, on est tombé au même moment. Nous. Ouais. Donc, non, c'est rare quand même. C'est pas quelque chose que je recommanderais en tout cas, personnellement. Pourquoi? Parce que ça pourrait être contre-productif. Et même après, le stress en plus, déjà le stress du combat, si tu rajoutes le stress d'une pesée une demi-heure avant, c'est... Alors, l'avantage qu'il y a dans les grosses compétitions, c'est qu'il y a parce qu'il y a le stress de la balance aussi. Hein. Parce qu'à Lisbonne, moi, je me rappelle, tu peux pas te peser avant. Ouais. T'arrivais, t'étais bon, t'étais pas bon, tu dégageais. Ouais. Et là, tu avais quand même, à Los Angeles, ils avaient mis une balance pour que tout le monde puisse se peser. Donc, dans l'air d'échauffement, tu te pesais et après, tu pouvais les combattre. Donc, voilà. Alors, Zora qui dit: salut les gars, question pour la prochaine FAQ. Si vous devez citer le point fort et le point faible de chacun de vous en termes de coaching, force à vous. Alors, c'est quoi mon point fort et c'est quoi mon point faible en tant que coach? Point fort et point faible? Ouais. Point fort et point faible... alors, je te donne les tiens? Ouais, ben oui. Alors, point fort, je dirais la vision globale du coaching. Et un point faible, je dirais... on va dire, allez, la pédagogie sur une technique en particulier. Je pense, t'es pas le meilleur éducateur sportif dans le sens... c'est prendre un gamin, lui apprendre... tu vois, t'as pas la patience pour. Par contre, pour prendre un mec pro qui a déjà des bonnes bases et le rendre et le
et le rendre encore meilleur, enfin le rendre encore plus pro, lui donner le contexte, faire du coaching de haut niveau, là pour moi t'es super fort. Mais en fait, Et moi je dirais peut-être c'est limite peut-être l'inverse moi. Ça va dans le détail technique peut-être plus pédagogique, mais parfois je suis moins dans le contexte. Enfin. Ouais, non, mais global. après je vais y venir. Mais moi je sais que j'avais vu une interview de Trevor Whitman, je me suis reconnu, mais pas dans sa vision, hein, parce que lui c'est plus striking et tout, mais je me suis reconnu totalement. Il a dit qu'aujourd'hui il pouvait plus former. Et moi je pense qu'il y a des évolutions. À l'époque ça me dérangeait pas d'entraîner les enfants, tu vois. Ouais. Il y a une dizaine d'années. Maintenant pour moi c'est impossible. Ouais. C'est-à-dire que là je pourrais pas. Pour moi c'est juste impossible. Ah non, psychologiquement, hein, je te parle. Hein. Ouais. Un débutant, je pense qu'aujourd'hui c'est impossible pour moi. Pareil. Toi je sais que ça te dérange pas encore. Non. Tu y arrives, mais c'est vrai que j'ai peu. Mais après parce qu'on en a pas beaucoup. On en a pas beaucoup aussi, Fred. Tu vois. On fait que des cours privés, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à partir de zéro. Ouais. Oui, voilà, ça, moi, c'est quelque chose que je sais plus faire. J'arrive pas. Ouais. Et ça, je sais qu'il y a un avant et après INSEP. C'est-à-dire, quand je suis arrivé à l'INSEP, tous les mecs avec qui j'étais, que ce soit en DES ou après en maîtrise, personne préparait des débutants. Tous les gens étaient ou dans des pôles France ou avec des athlètes. Mais personne n'avait des mecs de leur club. Hein. C'était des mecs, parce que quand tu es dans les pôles, tu récupères les meilleurs Français. Donc tu as un mec de Lyon, un mec de Toulouse, un mec de. Tu vois, comme un athlète, quoi. Ouais. Et en fait, tu parles que de la haute performance. Tu parles plus du tout de monsieur, madame, tout le monde. Tu n'as plus ces sujets-là. Et en fait, pendant 4 ans, parce que je suis resté à peu près. Ouais, j'ai fait 3 ans de maîtrise et 1 an de DES. Pendant 4 ans, j'ai parlé que du sport de haut niveau. Et on m'a appris qu'à coacher, qu'à encadrer, qu'à développer les sportifs de haut niveau. Même l'ingénierie, parce que quand tu passes le DES et le master, tu apprends à faire une ingénierie de formation. Ça veut dire que tu crées une formation pour les fédérations ou pour les entraîneurs. On t'apprend aussi à faire ça. Parce que tu es un coach des coachs, en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu un avant-après. J'ai vu que c'était ça que je kiffais. Ouais. Tu vois, récupérer un athlète. Ça se voit. Peu importe le sport, hein, je te parlais, ça peut être un Andy Delors, un Alban Lafont. Mais tu vois, c'est vrai que j'ai vu que je préférais ça, quoi. Ouais. Je préférais préparer un mec. Il y en a que non, il y en a qui détestent les sportifs pros parce qu'il y a l'ego. C'est dur à gérer un sportif professionnel. Hein. C'est pas comme un mec là. Un débutant, il t'écoute au doigt et à l'œil. Ouais. Un sportif pro, il a déjà atteint le sommet. Donc c'est très très difficile de te captiver son attention. Parce que le sportif, il est meilleur que toi. Ouais. En général. Tu vois, donc, tu vois, Abdoul. Moi, je suis bluffé comme il t'écoute au sol, alors qu'il te bat. Oui, grave. Tu vois. Mais et ça, c'est vachement intéressant. Ouais. C'est vachement intéressant. Mais c'est pour que les gens comprennent. Mais c'est vrai que oui, moi, aujourd'hui, j'ai plus la patience. Je pense que mon plus gros défaut, c'est que j'ai plus la patience. Après, ça fait longtemps aussi maintenant. Oui, ça fait des années. J'ai plus la patience et je dirais mon point fort, c'est d'arriver à optimiser et que je peux passer énormément de temps à analyser. Ça me porte pas peine, tu vois, de regarder 8 heures de vidéo, je m'en fous. Mais après, c'est vrai que j'ai perdu totalement la patience. Ouais, je pense. Après, c'est. Tu vois, c'était sur RMC où tu faisais le parallèle avec Mourinho, c'est sur le coach de haut niveau. Et c'est vrai que Mourinho, je suis sûr qu'il apprend pas à faire une passe à ses joueurs. Enfin, et d'ailleurs, combien de mecs on a envoyés à la bonne école, tous les mecs qui nous contactent là, on les envoie dans les autres clubs. Hein. Ouais. Parce que quand ils veulent commencer de zéro, c'est. Là, ce que je kiffe, tu vois, c'est j'ai envoyé un message à Anthony Salamon, donc qui va faire le PFL Paris. J'ai terminé son plan d'entraînement. Mais là, je kiffe, tu vois. Reda, il vient en juillet. Je l'ai eu hier. Pareil, ça, je kiffe. Il va faire sa transition pour le MMA. Abdoul, je ne parle même pas. Il a commencé lundi son camp. Ça, c'est des trucs que j'adore. Marlon, qui a fait le championnat de France de la boxe anglaise. Mais tu vois, ça, c'est des trucs que je kiffe, tu vois. Et il y en a, par exemple, tu vois, donner des cours collectifs et animer des groupes de débutants, c'est un métier. Hein. C'est super dur. Hein. C'est des tueurs, les mecs. Moi, j'en vois. Chapeau à eux, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Moi, je pourrais pas. Non plus. J'ai pas. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, nous, on a qui veulent faire des cours nombreux et tout, on les envoie dans d'autres clubs parce que on connaît des coachs qui sont ultra compétents là-dedans. Ils arrivent à prendre en charge. Avant, on le faisait, mais je pense qu'on le faisait à contre-cœur, peut-être. Oui, peut-être. Ouais. On n'était pas bon dans ça, quoi. Alors qu'il y en a, ils prennent du plaisir à avoir 30-40 personnes, à les gérer. Et tout. Franchement, chapeau à eux. Et toi, le point fort, je dirais. Toi, tu peux passer pareil 5 heures avec Abdoul à tout lui montrer les détails et tout. Je sais pas comment tu fais. Ouais, c'est le plaisir du détail. Hein, toi, t'es vraiment le technicien qui peut passer. Tu vois. Moi, j'aime beaucoup la technique, mais j'aime beaucoup le contexte. Voilà, c'est-à-dire que j'aime bien faire une toile.
C'est-à-dire dire, voilà, tu pars du single, enfin, pour que ça parle à tout le monde, tu parles du bras avant, d'accord, en boxe, et après, derrière, tu vas établir plein de combinaisons, plein d'enchaînements. Toi, non. Toi, sur le bras avant, tu peux passer 1h30. Ouais, voilà. Pour que les gens comprennent, en fait, la différence qu'on a de posture tous les deux. Ouais. Je trouve que je peux pas mieux l'illustrer que ça. Vrai. Tu vois. Et je trouve que c'est ce qui nous complète. Ouais, on est vachement complémentaires sur ça. Et en fait, mon défaut, c'est ta qualité, et ma qualité, c'est ton défaut. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, voilà, mais on n'a pas voulu, hein, les gars. On n'a pas cherché, ça s'est fait naturellement. Mais voilà, après, franchement, si vous cherchez un club... alors après, on fait des cours particuliers, vous le savez très bien, hein, dans notre structure. Mais si vous voulez avoir beaucoup de sparring et tout, c'est pas ici. Ici, on fait des petits comités, quoi. Voilà. Alors, salut Clément et Fred. J'espère que tout le monde va bien. Merci à toi. J'ai 2 questions. Que penses-tu d'un combat entre Gane et Aspinall? On va déjà répondre à ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Combat entre Gane et Aspinall? C'est le futur, ça. Hein. C'est le combat de ceinture, ça, pour moi. C'est un combat qu'on aimerait voir. C'est franchement, un combat de ceinture. Oui, je pense que ce combat, il se fera. C'est 2 gros talents de la catégorie. Oui, non, mais sauf accident de la part de l'un ou de l'autre, mais c'est un combat qui se fera. Et combien d'entraînements de renforcement musculaire par semaine sont nécessaires pour le MMA? C'est compliqué, hein. C'est toujours contextuel. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, envoyez-moi votre planning après avoir intégré les prépas et pas l'inverse. Parce que souvent, tu te fais un programme que tu vas établir. On a l'impression que tu vas aller disputer la ceinture de l'UFC. Sauf que tu oublies que tu travailles, que tu oublies que tu as une vie de famille, que tu oublies que tout ça, et après, tu peux pas le mettre en place. Et il y en a, ils ont plusieurs travails. Hein. Ah ouais, tu peux pas t'entraîner comme un combattant de l'UFC si tu as 2-3 jobs. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que vous arriviez à faire quelque chose déjà qui est tenable sur le long terme. Vaut mieux s'entraîner moins et tenir que faire beaucoup pendant une période. Pendant 2 semaines et après, tout arrêter. Salut les gars, c'est Florent qui nous dit. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'en MMA et en grappling amateur, une préparation physique au poids de corps avec une chaise romaine peut suffire? Sinon, force à vous, j'apprécie beaucoup le contenu que vous faites. Ah oui, mais de toute façon, comme je vous dis, il y a des mecs qui font que du poids de corps et ça leur réussit très bien. C'est pas optimal, mais ça peut suffire. Surtout si c'est de bonne qualité génétique au départ. On a tous connu des mecs qui font pas de prépa physique. MC Jean Gabin, t'as vu combiné ou quoi? L'âge qu'il a, c'est un ours. Ouais. Après, est-ce que faut le généraliser? Est-ce que tout le monde... Tu vois, moi, j'aurais fait que du poids de corps. T'avais le corps d'un vélo. Voilà, exactement. Non, même si Jean Gabin, c'est que t'as des mecs, c'est des forces à nature. Ouais. T'as vu même ce qu'il fait à l'âge qu'il a. C'est un truc de fou. Oui, tu as vu ce qu'il dit? Il dit c'est pas vrai, c'est pas la nourriture et tout. C'est lunaire ce qu'il raconte. Il dit c'est pas la nourriture. Tu dis ça à un mec qui fait du culturisme ou un combattant ou un nutritionniste, il meurt. Il dit non, c'est pas la nourriture, c'est que l'entraînement. Mec, il peut manger ce qu'il veut, lui, il grossit pas. Et moi, je mange. Toi et moi, on regarde un croissant à travers une vitrine, on grossit, mon pote. Lui, il reste sec à 55 ans, découpé. En mangeant ce qu'il veut, il dit. Non, mais t'as des mecs, c'est comme ça. Hein. Tu peux pas l'expliquer, on n'est pas tous égaux. T'as vu Francis Ngannou comme il est. Tu sais que je suis sûr que Romero, ça se trouve, ça fait 10 ans qu'il a pas soulevé une haltère. Ouais, je serais même pas étonné. Ça m'étonnerait même pas. Mais apparemment, Francis, il faisait très peu de prépa physique. Hein. Même, tu vois, ces trucs qu'il fait dans son garage, là. Oui, il fait quelques pompes, 3 tractions, un peu de kettlebell. Je vous dis, je l'ai vu à l'INSEP, c'est un ours. Hein. Donc, après, t'as des mecs comme ça, hein, ils n'ont pas besoin. Hein. On n'est pas tous égaux maintenant. Bonjour Clément, j'ai une question. C'était pour savoir comment connaître à quel sport son corps est le plus adapté. Quel type de corps est plus fait pour courir, pour boxer, pour lutter? Quels sont les grands points niveau? Mais après, ça, c'est délicat parce que par exemple, le MMA, il y a tous les profils. Ouais. Et ça, c'est ça qui est... que tu regardes, que ce soit Cerudo, Romero, qui sont plus trapus. Dominique Cruz, Max Holloway. Il y avait des profils. Et en plus, avec des styles différents. C'est ça qui est incroyable. Ouais. C'est parce que tu as des longilignes lutteurs, type Jones, des trapus boxeurs, et inversement. Donc t'as vraiment de tout en MMA. Et de tout à très très haut niveau. Et attention, tu peux être rectiligne et être grand et ainsi de suite. Il y a pas aussi, c'est une question de segment. Mais c'est pour que les gens comprennent quand on explique ça. Mais il y a vraiment tous les profils, donc c'est difficile. Alors après, bien sûr que basketteur, si vous faites notre taille, ça va être compliqué. Nageur également. Après, tu es quand même limité. Oui, après gymnaste, si tu fais 1m90, pareil, tu vas être quand même limité. Maintenant, en tout cas pour les sports... comme le MMA, tu revois vraiment tous les profils aujourd'hui. Il y a des catégories de poids, donc du coup, t'es même pas
handicapés par le poids ou par la taille. Parce que même au CrossFit, au final, il y a quand même un peu tous les physiques, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits, mais c'est fait petit. Entre 1m71, 72 et 1m80, quoi. Ouais. Tu vois. Mais c'est vrai que tu t'aperçois que tu vois, les phraseurs et tout, c'était pas des mecs. Ou le lutteur, là. Je sais plus comment il s'appelle le meilleur en ce moment là. C'est un ancien lutteur, c'est pour ça que je me rappelle. Medeiros. C'est ça. Justin Medeiros. Ouais. Et ben lui, c'est un lutteur lui à la base. Ouais. Et mais après, moi, je pense pour revenir, enfin, c'est pas tellement le profil segment taille qui est important pour le haut niveau. Hein. C'est même, je dirais même plus, c'est plus ta capacité à perdre du poids pour le cutting. C'est plus important ça. Parce que si tu as du mal à perdre du poids et à faire un cutting, bah ça te handicapera plus en MMA que ta taille et ton poids, on va dire. Ah oui, complètement. Après, souvent, c'est les mecs, tu les vois. Hein. Ceux qui. Tu vois, là, il y a beaucoup de Bronx qui a été attaqué. Là. Il disait qu'il était chargé parce qu'il était beaucoup plus gros que contre Makachev à son dernier combat. Je sais pas si tu as vu. Non, j'ai pas vu. Ouais, ils ont fait un avant-après. Il était bien plus musclé. Ouais. De Bronx. Ouais, et il a mis un produit brésilien. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas bien compris. On me l'a envoyé, mais je n'ai même pas regardé. Le juice de Paul. Parce qu'il a dit, que ça lui avait permis de se développer musculairement. Je sais pas. C'est un truc breveté. Je sais pas ce que c'est, mais bon. La vente du miel. Bon, mais voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que tous les mecs, tu t'aperçois, les Darius et tout, sont tous énormes. Hein. Oui. Poirier, Gage. C'est plus capacité à perdre du poids et à faire de rebonds qui va être important à ton propre poids que le poids et la taille en elle-même. À niveau, je parle à haut niveau. Quand vous êtes à haut niveau, hein, les gars, hein, on parle pas de amateur. On parle du très très haut niveau, dans les top 10, quoi. Salut la team, super votre boulot, merci à toi. Une question. Qui devient le plus technique en grappe et JJB, le compétiteur ou le passionné? Je dirais le passionné. Ça, il dit le passionné, pas celui aussi. Moi, je dirais le passionné qui s'entraîne encore. Enfin, qui tourne. Parce qu'il y a des détails que tu peux avoir qu'en tournant. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis d'accord. C'est donc un passionné qui tourne. D'ailleurs, ce qui nous avait choqué, tu te rappelles, chez Danauer, c'est de voir des non-compétiteurs, mais tourner avec Tonon, Gary Tonon, tourner, enfin, et limite les malmener, alors qu'ils sont inconnus au bataillon. Ouais, mais c'était impressionnant, son sparring là, qui malmenait Gary Tonon, il était inconnu, quoi. C'est plus ça qui nous avait surpris, que du niveau de Gary Tonon et compagnie. Bah, pour moi, je pense que c'est. Attends, dans tous les clubs, tu vas dans tous les clubs, tu as des mecs qui sont inconnus, qui sont pas compétiteurs et qui sont trop forts. Ah oui, non, mais ça. Dans tous les clubs, tu vas tourner dans tous les clubs, tu auras le mec connu parce que c'est le jeune du moment qui combat, mais t'as le mec qui a arrêté, t'as le mec qui a pas voulu parce que il avait autre chose à faire, t'as une carrière qui a une carrière, enfin, t'as toujours un mec qui est pas connu, mais qui est super fort dans un club parce que le mec est passionné, il a continué à s'entraîner, et ça se trouve il est encore plus passionné que le compétiteur en lui-même. T'as des compétiteurs qui sont pas spécialement passionnés, qui aiment bien ça, qui sont assez doués, mais qui vont pas regarder de vidéos, qui vont pas analyser, donc du coup le mec passionné qui a continué de s'entraîner pendant des années, pour moi, il peut être meilleur. Je pense par exemple à Anthony Serre qui s'entraîne avec nous. Ouais. C'est un monstre. C'est un tueur et pourtant, c'est le mec qui est inconnu. Ah ouais, il avait fait le sparring avec Abdul, j'ai des sparring. Et tu vois, et dans tous les clubs, tu as des mecs comme ça. Oui, tu en as plein, des mecs inconnus qui sont super forts. Inconnus, passionnés, qui continuent à s'entraîner, mais qui n'ont pas fait de compétition. Oui, vous en avez tous dans vos salles, hein, ce sont des mecs, hein, des pères de famille. Tu vois, Rustam, c'est pareil. Hein. Voilà. Alors, salut les gars. Comment se forment les oreilles en chou-fleur? J'ai vu des gars percer les oreilles pour faire sortir un liquide. Est-ce que ce liquide durcit? Alors, Fred, j'ai solutionné cette question parce que c'est Fred à l'époque qui a levé le sang. Antonio pas qu'Antonio, tout le monde. Ouais. Et juste, on va rebondir sur ça parce que oui, attention, il faut l'enlever. Hein. Et surtout, Fred, est-ce que tu peux dire. L'enlever, ça dépend. Oui, ça dépend, bien sûr, mais la quantité que tu arrivais à extraire. Ah, c'est impressionnant. C'est surtout ça. En fait. Je me rappelle, ça t'avait choqué quand j'avais sorti. Il y a tout ça qui sort. Ah ouais, c'était genre une seringue comme ça, les gars, et qui sortait d'un petit chou comme ça, quoi. Donc tu te dis, mais c'est pas possible, tout ça, d'où il sort, tu vois. Après, si vous pouvez l'éviter, c'est l'idéal. Et surtout, désinfectez bien si vous le faites. Mais la priorité, c'est pas le. En fait, ça peut redégonfler un peu si vous arrêtez de vous entraîner. Et surtout, si vous le faites, si vous ponctionnez, l'idéal, c'est de s'arrêter pendant plusieurs semaines parce que sinon, ça va revenir à chaque fois. Et à chaque fois, il faut reponctionner. Donc, pour certains par exemple, si tu as un combat dans 3 semaines, dans 2 semaines, 3 semaines,
et que tu es obligé de t'entraîner, bah, tu ponctionnes, et après, une fois que tu as fait ton combat, tu reposes. Mais si tu n'as pas d'échéance, moi je recommande de ne pas ponctionner, de mettre de la glace et reposer. Et donc, comment ça se fait? C'est le frottement, souvent le kimono, ou en lutte, le frottement contre la hanche, de l'oreille contre répéter, ça fait donc influer du sang et ça fait gonfler du coup l'oreille. Si vous pouvez, la douleur de la ponction, elle est. Bon, après, moi, je suis assez douillet, tu vois. Mais la douleur, elle est. Je me rappelle encore de la douleur. C'était il y a 10 ans. Donc, Et toi, franchement, je trouve que t'as les oreilles sont touchées, mais moi, non. Hein, moi, j'ai qu'une oreille, moi, que la gauche. Hein. Ouais. Mais après, l'autre oreille, non. Mais parce que ça, c'est vraiment génétique. Hein. Il y a des gens, ils font 2 entraînements, ils ont les oreilles. Là, moi, ça fait 15 ans, mes oreilles ne bougent pas quasiment, à part Sénac et Plata. Mais toi, tu m'as dit, c'est vraiment sur un entraînement que ça t'est arrivé. Pendant 7-8 ans, rien. Et un entraînement, bam, elle a chauffé. Et après, comme un con, je n'ai pas voulu m'arrêter. C'était au Brésil. Je voulais continuer. Et après, bah, en fait, ça empire. Donc, c'est vrai, j'ai dit, si vous n'avez pas d'échéance et que vous voyez que ça a un peu gonflé, arrêtez-vous. C'est pas... Et surtout, si vous le faites, vous n'avez pas le choix, désinfectez à fond. C'est-à-dire, prenez pas le risque de vous infecter l'oreille. Et si vous le faites, récupérez après pour pas que ça regonfle. Parce que la douleur de la ponction, elle est pas à l'oreille sensible en fait. On nous demande, c'est Jo qui nous dit quel type de collagène privilégier. Moi, je dis toujours le collagène qui a le meilleur rapport qualité-prix. Parce que les bénéfices que tu vas tirer des collagènes qui sont un peu plus chers, parce que tu as type 1, type 2, bovin, etc., marin, c'est un peu le principe de la spiruline. C'est très bien, mais c'est cher pour ce que c'est. Et quand tu prends 1 gramme de spiruline, tu prends qu'1 gramme de spiruline. Tu prends pas, tu vois, on a beau te dire, il y a beaucoup plus de protéines dans la spiruline que dans du lait, par exemple, ou dans une viande. Mais peu importe, si tu prends 1 gramme, voilà. Donc c'est surtout comme ça qu'il faut le voir. Et quand vous allez du coup consommer du collagène, je vous recommande de prendre toujours le meilleur rapport qualité-prix. Alors, il me semble de mémoire, par exemple sur Nutrimuscle, c'est type 1, je crois. C'est le 2 qui est très cher. Et je trouve que, voilà, parce qu'après, il y en a. C'est pas la même chaîne de peptides et tout, tu vois. Mais moi, je suis incapable de te faire une distinction, en tout cas, même en termes de ressenti. Le prix, elle est énorme. Donc, moi, je vous recommande surtout de consommer le meilleur rapport qualité-prix pour pouvoir en prendre tous les jours, quoi. Et une quantité qui peut avoir un effet positif. Parce que ça, la science, par contre, on le sait. Alors, attention, on va vous parler souvent d'assimilation, du collagène, etc. Mais il faut savoir se documenter parce qu'il y a beaucoup de papiers qui vont dans le sens du collagène. Et il y a des médecins qui vont dire non, mais on n'assimile pas le collagène. Mais c'est ça aussi. Des fois, je me demande. En fait, je sais les papiers qu'ils citent parce que je les ai lus, mais en fait, c'est pas ce qu'ils te racontent ces papiers-là. En fait, déjà, souvent, c'est pas sur le collagène déjà ces papiers. C'est juste, on va dire que tu vois, j'écoutais Gunjil hier, il disait que dans les études, le plus gros problème, c'est que comme on fait des groupes, tu vois, on va pas différent. C'est déjà très dur de faire une étude. Dès que toutes les études sont biaisées, il y a pas de. Mais déjà de faire une étude logique, c'est déjà très difficile. Par exemple, tu ne vas pas classer les individus par rapport à leur levier, par rapport à leur discipline et tout ça. C'est trop compliqué. Déjà que tu n'arrives même pas à avoir 20 sportifs. Donc, si en plus tu les classes, t'es foutu. Et c'est pour ça que toutes les études sont vraies. Et en même temps, elles sont fausses. C'est-à-dire que lui, il prend l'exemple sur je ne sais plus sur quoi, où il dit effectivement, tel mouvement, on va prouver qu'il sollicite le haut des pecs. Il y a une étude qui va dire oui, il sollicite le haut des pecs. Une autre étude va dire non, mais finalement, ça fait pas, on ne travaille pas le haut des pecs. Mais si. C'est parce que les individus sur qui on a fait la première étude, mais majoritairement, ils sentaient, ils avaient des bénéfices sur le haut des pecs. C'était une réalité. Un peu comme, tu sais, on parle toujours de la caféine. Tu as des gens à qui ça les booste, tu as des gens à qui ça les endort. Tu as des gens à qui ça va avoir une incidence sur le pancréas, la l'insuline, etc. Et une autre, pas du tout. Mais en fait, c'est vrai. Les deux ont raison. C'est parce qu'en fait, c'est les groupes, c'est les individus qui réagissent pas de la même manière. Et c'est très difficile en amont de savoir qui va réagir et qui va pas réagir. Donc à la fin, ça te fait une moyenne. Et tu t'aperçois que toi, dans les groupes, mais que tu as des mecs qui ont très bien réagi, des mecs qui ont très très mal réagi. Et donc du coup, mais tu te dis, bon, mais allez, ça fait une moyenne, ça fait rien. Et non, il y a des mecs qui ont super bien réagi et d'autres mecs qui n'ont pas réagi. Et en fait, c'est quand tu as compris ça en science, eh ben, tu arrives à plus ou moins les interpréter, les études. Et à comprendre que tout le monde a raison. C'est juste qu'après, il faut savoir lire entre les lignes. Parce que, et souvent, effectivement, bon, après, on peut te dire, oui, tu fais je sais comment ils appellent ça, là, le cherry picking là, en science. Bon, après, ça, c'est des trucs.
de scientifiques, mais de gens qui se documentent. De toute façon, on n'est pas 50 000. Hein. C'est tellement long et tellement relou de faire ça. Mais voilà, en fait, on vous dit souvent, oui, vous allez sélectionner les études qui vont dans votre sens. C'est ça. Mais bon, en même temps, tu te reconnais dans ce que tu lis. Hein. Moi, quand je lis une étude, déjà que c'est pas passionnant, mais des fois, je vais voir une observation du chercheur et je vais dire, ah purée, mais moi aussi, j'ai noté ça. Donc, bien sûr que tu vas plus te rappeler de ce que toi, tu as observé sur le terrain que de quelque chose que tu n'as jamais entendu parler. Ça te parle pas. Ça parle mieux, ça te parle mieux. Et donc, voilà. Et j'avais ça rejoint une question de comment nos journées sont organisées. À vous faire une vidéo, mais ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps, les gars, je vous promets. Là, aujourd'hui, j'ai fait plus, hein, mais là, je suis minimum à 1 heure tous les jours. Tous les jours. De lecture. Ah oui, non, mais je parle pas de documentation. Je te parle rien que sur les études. Hein. Ah ouais. Là, je suis à 1 heure. Avant, j'étais à plus, mais j'assimilais plus rien. Ouais, mais, et je fais 1 heure en prenant des notes, tous les jours, même le dimanche. Et en fait, j'en apprends tous les jours. Et puis, plus j'apprends, plus je me dis, mais bordel, c'est chaud quand même. Et parfois, je sais pas si ça te le fait, mais plus tu apprends, plus tu te dis, merde, mais ce que j'ai fait par le passé. Enfin, tu revois les erreurs du passé. Ça, tous les jours, je me le dis. Ça, dur. Alors, il y a des trucs qui sont actés. Hein. Il y a des trucs, c'est de la physio, donc c'est acté. Oui. Tu vois, oui. voilà, c'est tout. C'est pas compliqué, quoi, tu vois. Tu sais que le poumon sécrète telle enzyme, et ainsi de suite. Maintenant, il y a des choses qui ne le sont pas. Et tous les jours, on trouve, par exemple, des récepteurs qui ont un effet sur l'anabolisme, le catabolisme et tout. Donc, c'est très compliqué après de te tenir d'actualité. Ouais. Des fois, peut-être des découvertes, tu vois, mais c'est ça. Et à force de le lire. Et en plus, le pire de tout, c'est que j'apprends quasiment plus avec les études sur le sport. J'apprends quasiment qu'avec des études médicales. Comme plus, c'est peu poussé quand même. Ah ouais, c'est beaucoup plus poussé, tu vois. Le sport, il y a beaucoup moins de moyens. Il y a beaucoup moins de moyens et c'est très aléatoire. C'est une petite niche, le sport. Ouais. Comparé à la cosmétique, comparé à... Tout ce que j'ai partagé sur le groupe des balaises, sur le collagène, il me semble, de mémoire, c'est sur des laboratoires cosmétiques. Hein. Ouais, pour la peau, les cheveux, les tissus conjonctifs et tout. Le sport, ils en ont rien à foutre, les chercheurs. Enfin, c'est pas... Il J'exagère. n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'argent. L'Oréal, ils te mettent, je sais pas, enfin, L'Oréal, tous les laboratoires, ils te mettent, je sais pas combien en études. C'est pas les mêmes moyens que l'UNICEF ou je ne sais pas qui. Non, ça n'a rien à voir. Donc en fait, souvent, alors ce qui est bien, c'est que tu vas lire un périodique, par exemple. Hein, et dans le périodique, tu vas lire les titres. Hein, c'est ce que je fais moi. Hein. Je vais lire les titres. Et des fois, il y a quelque chose qui va passer, qui va m'intéresser. Voilà, ça, c'est bien. Je me rappelle l'époque en génie civil, Lafarge et compagnie, Bouygues et compagnie, mais les moyens qu'ils mettaient en études, mais c'était énorme. Pour la composition du ciment, pour trouver des adjuvants, mais beaucoup plus pour optimiser mettre le moins de ciment possible dans le tout, mais les moyens qu'ils y mettaient, mais c'était plusieurs dizaines centaines de millions. Hein. Ben oui, parce que c'est normal. Si tu fais une découverte qui permet de révolutionner l'industrie cosmétique ou de la santé, c'est incroyable. Ouais. C'est des labos après pharmaceutiques qui pèsent des milliards et des milliards. Hein. C'est pas Wader et sa marque de compléments alimentaires. Hein. Là, on parle de gens qu'il n'y a que qui peuvent financer ça de toute manière. Ouais, bien sûr. C'est tout, tout simplement. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, ça a été un peu décrié, qu'on dit qu'on est biaisé et tout. Mais bon, après, tu t'aperçois quand même que ce que tu lis, tu le retrouves sur le terrain. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, il y a tellement de documentation scientifique, mais il faut savoir le lire parce que des fois, ça suffit pas. Parce que je te dis, tu peux vraiment vite te tromper, quoi. C'est-à-dire, tu peux. Pour la caféine, par exemple, tu vas te dire, ah ben c'est bon, j'ai lu la dernière étude, ils disent que ça fonctionne pas trop. Et en fait, tu restes sur ça et tu t'es fait avoir. Alors qu'en fait, tu n'as pas regardé l'étude précisément. Et tu n'as pas vu qu'il y avait des groupes qui effectivement réagissaient, qu'il y avait des individus qui réagissaient de façon optimale et d'autres pas du tout. Et donc, en fait, et toi, tu as pris la moyenne finale, juste. Et c'est là où tu te fais avoir, en fait. Souvent, c'est là où je me suis fait avoir, moi, personnellement. Sur la protéine, sur la fenêtre anabolique, etc. C'est qui avait été un peu décrié, là. Mais en fait, c'est là où tu t'aperçois qu'il faut vraiment te documenter. Mais ça, et après, ça, c'est que ça. Hein, parce qu'après, comment ça s'appelle? Alors, lui, il regarde beaucoup les vidéos techniques, etc. Mais après, je vais regarder l'anatomie, je vais regarder les dernières, comment on appelle ça, avancées, après sur la récup. Mais tout ce qui est médical, pas du tout domaine sportif, parce qu'il n'y a pas d'avancée dans le monde sportif. Et c'est toujours les mêmes mecs qui publient presque, tu vois. Mais voilà. Par contre, dans le médical, tous les jours, ils trouvent des trucs. Ils trouvent des trucs de dingue, tu vois, qui peuvent être après, qui sont mis après en parallèle un peu avec la performance. Parce que le sport, c'est la santé. La santé, c'est bien vieillir. Et les gens, aujourd'hui, le combat de l'humanité, c'est bien vieillir. Hein. Donc là, les milliards qui sont dépensés chaque année pour trouver l'élixir de jouvence, ça rigole pas. Donc voilà comment ça fonctionne.
Et après, de toute façon, on vous fera une journée type. On va le faire par le caméraman. Vous allez nous suivre. Parce qu'on reprend les tournages. On devait les reprendre demain, mais on les reprend la semaine prochaine, en juillet. Et du coup, vous verrez un peu à quoi ressemblent nos journées, comment on organise, comment on travaille sur les programmes, comment on fait tout ça. Ouais. Voilà. Les amis, on arrive à la fin de la FAQ. On vous remercie encore à tous. Mais, du coup, pour le soutien, pour la force. Vous avez tous très bien réagi du coup au live qu'on a fait avec Adrien Cassata. On va en refaire avec d'autres intervenants. Mais en tout cas, voilà. Merci encore à tous. Et pensez à nous poser les questions sous cette vidéo pour la prochaine FAQ qui aura lieu la semaine prochaine.